Regardez bien ces images satellites. Ce que vous voyez, c'est le centre d'essai de missiles de Kapustin Yar, dans la région d'Astrakhan, en Russie, à plus de 1200 km à l'intérieur du territoire russe. Ce n'est pas simplement une base militaire de plus, c'est le berceau de l'arme la plus effrayante de la Russie, le missile hypersonique Oreshnik. Et vous voyez ces hangars ? C'est ici que la Russie assemble et prépare les missiles que Vladimir Poutine a utilisés pour menacer toute l'Europe, les mêmes missiles qu'il a lancés contre Lviv en janvier. À seulement 60 km de la frontière avec la Pologne, le missile à capacité nucléaire que la Russie utilise pour envoyer des messages à l'OTAN. Et maintenant, eh bien, regardez ça. Dans la nuit du 27 janvier, l'Ukraine a fait quelque chose dont personne, ni le Pentagone, ni Moscou, ni même Kiev, n'était certain que c'était possible. Ils ont frappé en plein dans le mille. De son côté, Poutine a passé des mois à construire l'image de Oreshnik comme son atout ultime, imparable, hypersonique, doté de capacités nucléaires, une arme conçue pour faire reculer l'Europe. Il n'y a aucune chance d'abattre ces missiles Oreshnik. Eh bien, si ces experts occidentaux que vous avez mentionnés le pensent, nous suggérons qu'eux, ainsi que ceux en Occident et aux États-Unis qui les perdent pour leurs analyses, mènent une sorte d'expérience technologique, un duel high-tech du XXIe siècle. Mais l'Ukraine vient de le mettre hors service. Et quand tu découvriras comment ils ont fait ça, tu comprendras pourquoi Poutine a toutes les raisons d'être inquiet. Les conflits modernes ne se gagnent pas seulement avec des missiles, ils sont gagnés par ceux qui apprennent le plus vite. Maintenant, regarde ce que l'Ukraine a fait. Pour comprendre ce qui vient de se passer, tu dois revenir quelques semaines en arrière. Dans la nuit du 8 janvier, la Russie a lancé l'une de ses plus grandes attaques aériennes depuis le début de la guerre. 242 drones, 36 missiles, tout cela se dirigeant vers les villes ukrainiennes. À Kiev, des familles ont couru vers les abris anti-aériens au milieu de la nuit. Le ciel s'est illuminé d'explosions. Lorsque l'attaque a pris fin, 4 personnes étaient mortes, 22 blessés. Mais Kiev n'était pas la seule cible cette nuit-là. Alors que l'Ukraine luttait pour abattre cette vague de missiles et de drones, la Russie cachait quelque chose au milieu du chaos. Un seul missile, Oreshnik, tiré directement sur Lviv. Maintenant, Lviv n'est pas une ville ordinaire. Elle se trouve à l'ouest de l'Ukraine. Ce n'est pas une ville de front. C'est un centre logistique, un point d'entrée pour l'aide occidentale. Les gens là-bas se sentaient relativement en sécurité. Après tout, Lviv est loin des combats. Mais dans la nuit du 8 janvier, ce sentiment de sécurité s'est évaporé. Parce que Lviv se trouve à environ 60 à 70 km de la frontière avec la Pologne et que la Pologne est membre de l'OTAN, Poutine n'a pas choisi Lviv par hasard. Le message était clair, ce missile peut atteindre l'OTAN, il peut frapper Varsovie, il peut frapper Berlin et il peut transporter des ogives nucléaires. Donc, reculez, arrêtez d'aider l'Ukraine, ou vous serez les prochains. Mais attends. Il y a quelque chose à propos de ce missile que tu dois comprendre. L'Oreshnik est différent de tout ce que la Russie a utilisé auparavant. Il vole à plus de Mach 10. Il va si vite qu'il génère une couche de plasma. Les radars n'arrivent pas à le suivre correctement et lorsqu'il atteint sa cible, il libère 36 impacts individuels tombant du ciel comme une tempête de métal hypersonique. La température de l'impact est comparable à celle de la surface du Soleil. Les bunkers s'évaporent, le béton devient poussière. Et voici le détail qui a fait trembler l'Europe. Ce missile a été conçu pour transporter des bombes nucléaires. Poutine n'en a pas mis une lorsqu'il a attaqué Lviv, mais il a laissé tout le monde savoir qu'il aurait pu en mettre une. L'Europe a bien reçu le message. Immédiatement, des ministres ont commencé à parler publiquement d'une grave menace pour la sécurité. Des analystes militaires ont averti que la Russie venait de baisser le seuil
pour une éventuelle réponse nucléaire. Tout se passait comme prévu pour Poutine. L'intimidation fonctionne quand personne n'ose te défier. Par conséquent, il s'attendait à ce que l'Europe recule, qu'elle fasse pression sur l'Ukraine pour négocier, qu'elle cesse d'envoyer des armes. Mais l'Ukraine n'a pas reculé. Elle a attaqué 3 semaines après l'attaque contre Lviv. Des missiles ukrainiens ont traversé plus de 1000 km de territoire russe et ont frappé exactement l'endroit d'où l'Oreshnik avait été lancé. Kapustine et Yar, le cœur du programme de missiles hypersoniques de la Russie. Et qu'est-ce que l'Ukraine a utilisé? Un missile appelé Flamingo. Et maintenant vient la partie la plus importante. Si vous n'avez jamais entendu parler du Flamingo auparavant, vous n'êtes pas seul. C'est l'un des secrets les mieux gardés de la guerre. Le Flamingo n'est pas un drone ordinaire, ce n'est pas un missile de croisière ordinaire, c'est un hybride des deux. Il combine l'autonomie d'un drone avec la puissance destructrice d'un missile. Laissez-moi mettre cela en perspective. Le Flamingo parcourt plus de 3000 km. Cela signifie qu'il peut être lancé depuis l'Ukraine et atteindre des cibles plus profondes en Russie que n'importe quelle autre arme ukrainienne. Il transporte plus d'1 tonne d'explosifs et vole rapidement, assez bas pour passer sous les défenses aériennes avant qu'elles ne réalisent ce qui se passe. Mais il y a un aspect encore meilleur. Le Flamingo coûte 5 fois moins cher qu'un missile Tomahawk américain. L'Ukraine produit ses armes en masse, en utilisant d'anciens moteurs d'avions réutilisés, des moteurs qui ne servent plus pour les avions d'origine. Ils fonctionnent parfaitement pour un aller simple en Russie. L'entreprise qui fabrique le Flamingo, Firepoint, produisait déjà entre 2 et 3 missiles par jour à la fin de 2025. Et les plans sont ambitieux. L'objectif est d'atteindre 7 à 8 missiles par jour. Cela signifie des dizaines de Flamingos sortant de la chaîne de production chaque semaine, suffisamment pour maintenir une pression constante sur des cibles russes stratégiques. Et Kapustine Yar était la cible parfaite. Lorsque les Flamingos ont frappé la base, dans la nuit du 27 janvier, ils n'ont touché aucun bâtiment. Ils sont allés directement dans les hangars, où la Russie assemble et prépare ses missiles avant le lancement. Les images satellites ne mentent pas. Au moins un hangar a été gravement endommagé. Plusieurs bâtiments ont été touchés. Une partie de l'équipe a dû être évacuée. Vous voulez savoir ce que cela signifie en pratique. Même si la Russie dispose de plus de missiles Oreshnik en stock, elle n'a pas d'endroit où les préparer pour le lancement. Reconstruire ces hangars va prendre du temps, de l'argent et des ressources. Mais voici le véritable cauchemar de Poutine. Tout ce que la Russie reconstruit, l'Ukraine peut le détruire à nouveau, parce que le Flamingo a la portée nécessaire et que l'Ukraine augmente sa production. Donc, ce n'est pas un problème que Poutine peut simplement régler. Maintenant, fais bien attention à ce que cela signifie vraiment. Poutine a lancé l'Oreshnik contre Lviv pour intimider l'Europe, pour montrer sa puissance, pour faire reculer tout le monde, mais l'Ukraine a répondu en frappant la maison même de l'Oreshnik. Et soudainement, Poutine fait face à un problème qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. L'Ukraine dispose désormais d'un véritable pouvoir de représailles. Avant Flamingo, l'Ukraine ne pouvait attaquer que des cibles proches de la frontière, comme des dépôts de carburant ou des bases aériennes. Sur la ligne de front, rien de très profond. Mais maintenant, Kapustine Yar se trouve à environ 200 km de la frontière, et le Flamingo y est arrivé. Il a traversé les défenses aériennes russes, a frappé l'un des sites les mieux protégés du complexe militaire russe et a causé des dégâts réels. Cela change complètement la donne, car désormais toute base russe lançant des attaques contre l'Ukraine devient une cible potentielle, réfléchis-y bien. La base aérienne de Chaïkovka se trouve près de la frontière, elle abrite des bombardiers lourds, on dit qu'elle stocke des armes nucléaires, elle est à portée du Flamingo. La base aérienne de Tchkalovski sert la flotte de la Baltique. Elle pourrait aider la flotte fantôme qui permet à l'argent du pétrole de continuer à affluer vers la Russie. Elle est aussi à portée. Le Flamingo peut atteindre des dizaines de bases militaires russes, dont beaucoup se trouvent à des centaines de kilomètres, bien au-delà de ce que l'Ukraine pouvait atteindre auparavant. Donc, Poutine doit se demander,
Si l'Ukraine peut atteindre le site de lancement d'Oreknik, qu'est-ce qu'elle peut encore atteindre? La réponse est simple, bien plus qu'il ne voudrait l'admettre. Et voici la partie qui rend tout cela irréversible. Ce n'est pas parce que la Russie ne peut pas reconstruire Kapustin Yar, elle le peut, mais parce que l'Ukraine a prouvé quelque chose qu'on ne peut plus démentir. Elle a prouvé qu'elle a la capacité, la technologie et la volonté de frapper au cœur du pouvoir militaire russe. Chaque nouveau Flamingo qui sort de la chaîne de production ajoute encore plus de pression sur Poutine. Chaque base militaire russe à l'intérieur de ce cercle de 3000 km est désormais vulnérable. Et à mesure que l'Ukraine affine la conception, améliore le taux de réussite et augmente la production, cette vulnérabilité ne fera qu'augmenter. Le président Zelensky l'a clairement indiqué en décembre. Il a dit que, lors d'un test récent, 5 Flamingos ont été lancés. Un a détruit la cible, 4 ont été interceptés. Mais ensuite, il a ajouté quelque chose de révélateur. Il a dit « Tout cela devient plus fort dans la pratique, mois après mois. » Tu veux savoir ce qu'il voulait dire ? Le Flamingo qui a frappé Kapustin Yar n'est pas la meilleure version qui existera, ce n'est que le début. L'Ukraine va continuer à tester, à ajuster, à améliorer, à rendre plus difficile à intercepter. Et chaque fois que Poutine donnera à l'Ukraine une excuse pour utiliser le Flamingo, le missile deviendra meilleur. Mais maintenant vient la question que tout le monde se pose. Finalement, Poutine va-t-il répondre? Ou plutôt, va-t-il répondre avec des armes nucléaires? La réponse est non, et vous devez comprendre pourquoi. L'attaque contre Kapustin Yar, et ce n'était pas seulement pour détruire des hangars, c'était pour mettre au défi le bluff nucléaire de Poutine. La Russie a passé les derniers mois à proférer des menaces à ce sujet, sur l'utilisation nucléaire, elle a modifié sa doctrine, abaissé le seuil de ce qui justifierait une réponse atomique, et a organisé des réunions spéciales du Conseil de sécurité pour discuter d'éventuels essais nucléaires. Tout cela n'était que du théâtre, une intimidation calculée pour faire reculer l'Europe. Pour faire hésiter les États-Unis à fournir plus d'armes, pour faire réfléchir l'Ukraine à 2 fois avant d'attaquer le territoire russe. Et ça a marché pendant un certain temps. Mais l'Ukraine a forcé la main de Poutine. Elle a attaqué une installation d'armes nucléaires avec une attaque conventionnelle. Et maintenant, Poutine a 2 options. La première option est de répondre avec une arme nucléaire, d'utiliser une bombe tactique contre des cibles ukrainiennes. Prouver qu'il ne bluffait pas, et devenir immédiatement le pays que personne au monde ne veut toucher. Les États-Unis mettraient nez à toute coopération. La Chine, l'allié le plus puissant de Poutine, s'éloignerait, l'Inde aussi, et les sanctions économiques se multiplieraient. La Russie deviendrait le premier pays à utiliser des armes nucléaires en combat depuis 1945. Ce serait la fin. La deuxième option est de ne rien faire de nucléaire, de continuer avec des attaques conventionnelles, d'essayer de reconstruire Kapustin Yar et d'admettre implicitement que toutes les menaces nucléaires étaient vaines. Perdre sa crédibilité comme puissance nucléaire. Poutine a choisi la deuxième option parce qu'il sait que la première signifie la fin de la Russie. Et l'Ukraine le savait aussi. C'est pourquoi ils ont attaqué. Ils pariaient que Poutine ne franchirait pas cette ligne. Et ils avaient raison. Et c'est cela qui rend ce moment irréversible. Il ne s'agit pas seulement des dégâts physiques à Kapustin Yar, il s'agit des dégâts à la crédibilité de Poutine en tant que leader prêt à utiliser la force nucléaire. L'Europe l'a vu, l'OTAN l'a vu, et plus important encore, la Russie elle-même l'a vu. Le masque est tombé et il n'y a aucun moyen de le remettre. L'Ukraine n'a pas seulement frappé la base d'Oreshnik, elle a frappé les fondations de la stratégie d'intimidation nucléaire de Poutine. Et quand on détruit une fondation, tout le reste s'effondre. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que l'Ukraine a pris la bonne décision? En attaquant Kapustin Yar, était-ce un coup de génie ou trop risqué? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette vidéo importante, partagez-la avec ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se passe réellement dans cette guerre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses.
À la prochaine.